Les colonisateurs étaient d'une certaine façon, j'allais dire, imbus de préjugés de race. Cette hiérarchisation des races a fait que finalement, il y a aussi hiérarchisation de l'occupation des lieux. Vous allez voir qu'il y avait ce qu'on appelait les centres extra-coutumes, qui n'étaient pas ouverts aux Africains. Il y avait bien sûr des quartiers entiers tels que Bouiza actuellement et tels que Bouyenzi, qui étaient des quartiers typiquement africains, noirs, où les Blancs, disons, ne pouvaient pas mettre les pieds parce que c'était quelque part noir. Noir, qui veut dire noir, c'est dac, c'est sale, c'est peu civilisé. Et d'autres situations où on voit que les Blancs, bien sûr, occupent des lieux où les Noirs n'avaient pas accès. C'est le cas, par exemple, si vous prenez l'exemple des hôpitaux. L'hôpital, disons, clinique Prince Louis Boisgassolé, qui était un hôpital typiquement réservé aux Blancs. Et à côté, il y avait l'hôpital Prince Régent Charles, cette fois-ci, conçu pour accueillir les Africains. Cette situation change un peu. Dans les années 50, on a une nouvelle catégorie de Burundais, celle des évolués. À l'intention de leurs employés évolués, les grandes compagnies et le gouvernement ont construit des habitations plus convenables. Ce sont des gens qui, de par les connaissances et l'ivresse que les connaissances scientifiques, peuvent accéder aux avantages dévolus aux Européens. C'est aussi donc des gens sur lesquels vous pouvez compter pour remorquer l'ensemble des Africains vers la modernité. Donc ces évolués, ils vont être considérés comme des Africains intermédiaires, pouvant par exemple, moyennant quelques conditions, être admis dans les bistrots blancs, parce qu'ils pouvaient parler français, ils pouvaient discuter, j'allais dire, de l'avenir du monde, je caricature. Et ils pouvaient aussi se présenter comme des intermédiaires crédibles entre la population et cette catégorie d'Européens. Et pourquoi pas pour les Européens, disons, objectifs, pourquoi pas bientôt les futurs gestionnaires du pays. Cette nouvelle élite bénéficie d'une nouvelle structure scolaire mise en place par le pouvoir belge dès les années 20. Les structures de l'enseignement sont calquées sur le modèle européen. Dans les années 20, l'enseignement primaire comprend deux catégories. Un enseignement dit officiel réservé aux enfants de notables et un enseignement de mission ouvert à tous les jeunes Africains. L'enseignement secondaire commence avec la création des écoles professionnelles pour former les Burundais à des besoins immédiats de l'administration coloniale. Menuiserie, maçonnerie. En 1932 est également créée une école spéciale d'administration à Astrida, au Rwanda, pour former des cadres parmi les enfants des chefs et sous-chefs du Rwanda-Urundi. En 1955 est ouvert à Usumbura le Collège interracial du Saint-Esprit. Le premier collège qui mélange les Blancs et les Noirs de la région Congo-Belge. De cet établissement sont sélectionnés les premiers Burundais qui vont recevoir une formation d'officier à l'École royale des cadets en Belgique. En 1960, pour suivre des études universitaires, les jeunes Burundais doivent se former à l'université de Lovanium, au Congo, où ils sont orientés principalement en droit et en économie. La plupart des diplômés d'Astrida, de Lovanium et de l'École royale des cadets forment une élite qui mène le combat vers l'indépendance. Dans l'État colonial, les Noirs n'ont pratiquement aucune responsabilité. Exception faite pour le clergé, ils n'occupent que des postes subalternes, que ce soit dans l'armée, l'administration ou les entreprises. Après la guerre, certains Noirs auront le courage de réclamer plus de liberté et de responsabilité. Dans le numéro d'avril-mars
1945 de La Voix du Congolais, l'écrivain Lwami Tshibamba demande dans un article intitulé « Notre place dans le monde de demain » demande moins de discrimination et plus de participation à la gestion du pays. Ce n'est pas encore un appel à l'émancipation politique des Noirs, mais l'article est virulent et provoque les foudres du colonisateur. Tshibamba va connaître la prison et il nous a raconté cet épisode douloureux de sa vie. Quand mon article a paru, j'étais mis sur la sellette pour savoir qu'est-ce que je voulais. Et je l'ai dit tout à l'heure, je veux que le système d'indigénat soit supprimé. Je veux que nous montions un peu au-dessus de tous les étrangers qui sont ici et que nous soyons traités en parité avec les Belges originaires de la Belgique, comme nous, les Belges originaires de l'ex-colonie. À ce moment-là, puisque nous étions la 10e province belge. Ainsi, nous devons collaborer de très près dans l'administration de notre pays. Deuxième point. Collaborer de très près, c'est le commissaire district urbain qui demandait qu'est-ce que je voulais entendre par là. J'ai dit qu'il fallait nous entraîner à être des administrants de notre pays en collaboration avec vous. Et j'avais dit crûment, le gouverneur général blanc, le vice-gouverneur général noir. Et nous descendons comme ça juste dans l'administration des territoires. Là, c'était le sacrilège. Et j'ai été puni de coups de fouet pendant 1 mois au parquet général. Mais le coup de fouet a été tel que cela finit très mal. Et j'ai dû recourir au gouverneur général. Lui, il ne savait pas. Ah, il a réagi. On a supprimé cela. Cette France, après des soins médicaux, le service de AIMO, Affaires indigènes de main-d'œuvre, a été chargé par le gouverneur général d'étudier les desiderata exprimés par l'article de Paul Lwami Tshibamba et sortir une idée, d'où l'idée des statuts des évolués, qui devait améliorer la situation des évolués. Et cette statut des évolués, pour y accéder, il fallait avoir la carte de mérite civique, qui signifiait que sur le plan civique entendu dans le sens de respect de la loi, depuis que vous êtes actif dans la société, employé donc dans toutes les compagnies ou administrations, que vous ne commettez aucune frasque, vous n'êtes puni d'aucune façon. Chez vous, on dit que vous n'avez aucun casier judiciaire. C'est dans ce sens-là. Là, vous êtes considéré comme civiquement valable, honorable. Alors, mais pour y arriver, il fallait l'attestation de père supérieur de la paroisse où vous habitez, ou du pasteur, si vous êtes protestant, ou vous êtes de l'armée du salut. Quand vous avez ces attestations-là, maintenant votre chef de bureau doit appuyer, doit dire comment vous vous comportez depuis que vous êtes engagé. Tous ces ensembles de documents fournis, alors vous vous présentez au commissaire district urbain qui descend à la justice pour voir s'il n'y a pas une fiche qui vous concerne pour telle ou telle infraction commise. S'il n'y a rien, très bien, à ce moment vous avez la carte de mérite civique. Maintenant, vous devez demander votre accession au statut des évolués. Il fallait être soumis à un test de maturité. Ce test de maturité consistait à répondre en quelques fractions de secondes des calculs mentaux. Par exemple, 787 divisé par 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes, 0. On passe à un autre test. On fait un test de puzzle. On met une puzzle, arrangez ça. 1, 2, 3, 10 minutes, vous n'arrivez pas, 0. Et on passe encore un autre test. Telle question comme ça, brusque. Et si vous arrivez à réussir des 10 tests, vous réussissez 5 ou 6 tests, vous passez alors. À ce moment, vous êtes accepté dans le cadre du statut des évolués. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir
l'autorisation d'acheter du vin rouge qui était interdit aux indigènes. L'homme-ami Tshibamba vient de vous dire avec une pointe d'ironie comment on accédait au statut d'évolué. Et comme il l'a dit, on appelait évolués ceux qui, avec la carte du mérite civique et l'immatriculation, avaient obtenu une sorte de brevet de civilisation. Les évolués n'étaient pas très nombreux et ils vont constituer un groupe intermédiaire entre la masse des Noirs et les Blancs. Leur but est de se rapprocher le plus possible des Blancs et de leur genre de vie. Mais finalement, les évolués seront déçus car, entre eux et les Blancs, il subsistera toujours de nombreuses formes de discrimination. On appelait évoluer pratiquement tout Congolais qui avait fait, disons, des études moyennes et qui travaillait soit comme clerc, soit comme chef dans un département ou bien dans une usine. Pratiquement tout Congolais qui parlait bien français et qui savait l'écrire. L'administration coloniale consacrait le statut d'évolué en accordant aux évolués une carte de mérite civique. Oui, je crois que ça c'était vraiment la consécration de l'évolué suite à des enquêtes faites par l'assistance sociale qui venaient à l'improviste et venaient quelquefois. On essayait de vérifier le standing du candidat, c'est-à-dire s'il avait un métier stable, une rémunération régulière, s'il avait adopté certaines modes de la vie occidentale, s'il avait fait des études convenables, s'il mangeait avec des fourchettes. Il ne fallait pas manger avec les mains. On allait voir dans les armoires s'il y avait des fourchettes et des assiettes. Oui, on essayait de vérifier quel était le trousseau de la personne. Non seulement les fourchettes, mais c'était important aussi de savoir si chez lui, si jamais lui dormait sur un lit avec des draps et des couvertures, il fait des choses, je précise, mais il fallait que chaque enfant ait aussi une chambre et le trousseau. Donc, il ne dort pas sur des nattes, c'est ça le problème. C'est ça. Ce à quoi tout le monde aspirait, surtout ce qu'on appelle les lettrés, les cadres, les élites, comme on disait, c'était de devenir citoyen français, parce que c'était là qu'on avait les mêmes droits que les Français de France. C'est là qu'on pouvait atteindre les mêmes fonctions, avoir les mêmes prérogatives, relever des mêmes tribunaux, c'est important. Et par conséquent, tous les cadres, qu'ils soient fonctionnaires ou privés, tout le monde avait une aspiration première, c'est de devenir, avoir la qualité de citoyen français. On l'obtenait par décret. On faisait la demande et selon que vous étiez jugé digne de cette qualité, le gouvernement français, par décret, vous admettait à la qualité de citoyen français. Pour les Portugais, l'assimilé était quelqu'un qui renonçait à ses traditions et à sa culture pour assimiler la culture portugaise, aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement, le comportement ou la religion. Mais en fait, la plupart des assimilés souhaitaient simplement avoir accès à de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Ils voulaient pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles officielles plutôt que dans celles réservées aux indigènes. C'est ce qui a motivé mon père à demander l'assimilation. Mais je dois dire que mon père n'a jamais renié sa culture, ses racines, ses origines. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Par la violence ou par des élections plus ou moins démocratiques, le système de contrôle de nos anciennes colonies se met en place, avec la venue au pouvoir de présidents dévoués aux intérêts de la France. Des présidents appelés gouverneurs noirs, pour signifier que rien n'a changé depuis l'époque des gouverneurs coloniaux, administrateurs français aux ordres de Paris. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Monsieur le Président de la République,
lorsque vous viendrez à Libreville, vous vous y sentirez chez vous. Comme moi, je me sens ici, chez moi. Lorsque j'ai rencontré le président Kadhafi, l'argent, oui. Mais au moment où les troupes françaises sont arrivées à Bangui, j'ai voulu le voir. Il m'a dit non. Il a dit à Triki de me faire savoir qu'il ne me reçoit pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors Triki m'a dit, il vous propose de reprendre les 500 soldats que vous lui avez donnés pour la formation militaire. Il pourrait le compléter, porter ce nombre à 2000 ou 3000 selon votre propre désir, et qu'il vous conseille d'aller à la contre-attaque. Alors moi j'ai dit non, j'ai suffisamment réfléchi et j'ai dit à Triki, je ne peux pas. Je ne peux pas pour la raison qui est celle que j'ai été formé par la France, par les officiers français, je suis citoyen français, je suis moi-même, même si j'ai été détaché et mis à la disposition de mon pays, à la demande de mon pays, ce n'est pas cette raison de la présence des troupes françaises à Bangui qui ferait que j'aille combattre ces troupes-là. Je ne peux pas. C'est impossible. Je dis, quand on aime un pays, c'est un peu comme sa patrie, c'est comme sa maman. Je ne peux pas, moi, Bokassa, diriger le canon de mon arme contre un soldat français. Mon passé, quand même, est un passé solide, solidement constitué. Et les blessures de guerre, et les croix de guerre, et les légions d'honneur à titre de guerre. Chevalier de la Légion d'honneur à titre de guerre, ça, c'est pas donné à... Moi, je ne vois pas, parmi les chefs d'État, là, aujourd'hui, africains comme moi-même, je ne vois pas qu'il y a le chevalier d'honneur, le chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Excellente impression, et vous direz bonjour à tout le personnel de l'antenne 2, et surtout particulièrement à la France, au président de la République française, au Premier ministre Jacques Chirac et à M. Jacques Foccart, tous les amis français, tous les gaullistes, et particulièrement à l'amiral Philippe de Gaulle et à toute la famille du général de Gaulle, dites-leur que leurs vaillants soldats, Bokassa Jean Bédel, Force française libre, FFL, combattants exceptionnels parmi les combattants africains, a répondu à la justice de son pays. L'intérêt supérieur de notre chère Côte d'Ivoire, inséparable de celui de la métropole, veut, pour qu'elle soit féconde et durable, que notre association repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs, sur l'amitié sincère et sur la fraternité. Oui, d'ailleurs, on est toujours frappé par l'influence française en Côte d'Ivoire. J'ai vu un boulevard Valéry Giscard. Non, mais il y a un boulevard Valéry Giscard d'Estaing, un pont Saint. Que ça. Non, mais même en France, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas cet honneur, non? Ben oui, ça veut dire que ce pays. Oui, mais il a déjà son boulevard en Côte d'Ivoire. Non, ça veut dire que ce pays aime la France. Et cette population, elle est française dans ses tripes. Le seul point, c'est que les uns et les autres, je dirais, il y a eu des loupés 2004. Du gouvernement français, parce qu'il faut dire les choses qu'elles sont. Ça a marqué des traces, ça, quand même, ou bien les Ivoiriens ne nous en veulent pas, malgré tout? Oh, je pense qu'il y a toujours, dans le subconscient, le fait que... Enfin, moi, j'ai pleuré ce jour-là, à Paris, de voir des balles traçantes sur le pont Pompidou. Oui, Pompidou, encore un. Donc ça veut dire qu'on est vraiment lié à la France. Simplement, il faut revoir les positions. C'est vrai qu'il y a un amour de la France. Bon, soyons clairs là-dessus. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils l'appellent le 28 septembre. Oui, l'indépendance que les porteurs de pancartes l'apprennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne l'apprennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France fera, la
je dis très franchement que j'étais plutôt oui. Parce que je considérais que cette indépendance, on devait la préparer. Et 2 années plus tard, on a eu cette indépendance d'ailleurs. Je ne crois pas que les hommes politiques sénégalais étaient généralement, pour la plupart, pour le oui. Et même ceux qui avaient la tentation, certains qui avaient la tentation de dire non, savaient qu'ils auraient été désavoués par la population. Et je crois que tous les chefs religieux en particulier, dont le rôle est important dans un pays comme le Sénégal, étaient contre le non. Pour le gouvernement congolais, Tintin au Congo, c'est un chef-d'œuvre. Pour nous, Tintin au Congo ne blesse en rien la culture congolaise. De temps ancien, lorsque ce livre a été écrit et que son créateur a été inspiré, effectivement, le Congolais ne savait pas parler français. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Le Congolais, ce n'est pas celui qui parle le mieux français. À l'époque, à cette époque-là, qui est l'époque décrite dans l'ouvrage, effectivement, le Congolais, pour le remettre au travail ou tout simplement l'inciter à travailler, il fallait utiliser le bâton. Jusqu'aujourd'hui, il y a des milieux pour envoyer les enfants ou même des adultes au champ. Il faut y aller avec une méthode forte. Nous avons estimé que c'était peut-être un procès intéressé. Ça n'engage pas le gouvernement congolais. Je crois que ceux qui sont aujourd'hui de dire qu'il faut intenter de procès n'ont pas compris que cette bande a incité beaucoup d'enfants congolais, mais aussi des jeunes, à lire, à avoir le goût de la lecture. Il fallait lire Tintin au Congo, c'était captivant. Le peuple congolais ne se retrouve pas en ce procès-là. Qu'est-ce qu'il trouve de mal, qu'est-ce qu'il trouve de mauvais là-dedans? Tintin au Tibet. Donc tous les Chinois doivent se mettre debout aujourd'hui et dire voilà, on a dit ceci, la cigare du pharaon, je ne sais plus quoi. Donc c'est tous les Arabes qui doivent se mettre debout. Je crois que ce monsieur, il a des droits individuels, mais qui n'engage pas le gouvernement congolais, qui n'engage pas le peuple congolais. Je ne sais pas, pour nous au Congo, en tout cas, on ne trouve pas l'opportunité de changer quoi que ce soit. Moi, je suis un ami du Sénégal. J'ai beaucoup d'estime pour ce pays et la façon dont Abdou a conduit les affaires du Sénégal et continue à inspirer par la francophonie l'action au Sénégal m'est toujours apparu comme tout à fait admirable. Et je suis heureux que Abdou conserve là-bas une autorité considérable. Dans ma famille, le président Chirac a toujours été considéré comme un membre à part entière. Je le considère comme un frère de sang. Ce sont des relations fraternelles. Et puis, sur toutes les causes, nous nous retrouvons sur les mêmes positions. C'est exact. Le 10 mai, j'ai pensé très fortement à lui, je pense toujours à lui. Mais le 10 mai, c'était la journée de commémoration de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, sur le plan de la mémoire. C'est le président Chirac qui a décidé de créer cette journée dédiée à l'abolition de l'esclavage. C'est un humaniste et il est mon modèle de ce point de vue-là. J'ai eu le sentiment quand je suis venu en francophonie que tout le monde faisait comme si, oui, d'accord, nous sommes unis, c'est la langue que nous avons en partage, mais on n'a pas besoin de s'en occuper. J'ai dit non. Si nous suivons les dérives que nous voyons actuellement, bientôt, nous serons une langue locale. Et ça, je ne le veux pas. Je veux que le français soit toujours une grande langue de communication internationale. Le président Senghor a dit dans les décombres de la colonisation, nous avons ramassé cet outil merveilleux qu'est la langue française. Donc ce n'est plus une langue imposée, c'est une langue choisie. Et l'écrivain algérien Kateb Yassine, à sa manière, disait autre chose. Pour nous, le français est un butin de guerre. Senghor, Kateb Yassine, ce n'est pas le même combat. Puisque
Les Sénégalais ont obtenu leur indépendance de façon pacifique. Les Algériens après une guerre meurtrière. Mais tous, Algériens et Sénégalais, considèrent que la langue française leur appartient, comme elle appartient aux Français. Est-ce que vous savez que dans certains pays africains, vous n'avez pas moins de 350 ou 400 langues nationales? Et c'est une chance de pouvoir bénéficier du français comme langue d'unification nationale, comme langue d'accession à l'universel, comme langue de communication internationale. Alors vous recevez demain un doctorat honoris causa de l'Université de Lausanne pour votre engagement en faveur du respect, de la diversité des cultures. Tout d'abord, Abdou Diouf, qu'est-ce que vous ressentez au moment de recevoir ce genre de geste d'une université comme celle de Lausanne? Eh bien, je suis très honoré, bien sûr, surtout en cette année du 13e sommet de la francophonie à Montreux. Merci beaucoup, Abdou Diouf. Vous savez, le philosophe grec, Socrate, a dit « Connais-toi toi-même et deviens qui tu es ». Je considère que ça doit guider la conduite de tous les hommes pour qu'ils aillent toujours plus loin dans l'accomplissement de leur destin individuel et surtout du destin collectif de l'humanité. Connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Et j'aime beaucoup cette citation de Kierkegaard. C'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Subtilité de l'histoire, l'enfant du Sénégal, né en Afrique occidentale française, est devenu le principal avocat de la langue du colonisateur et l'un des artisans d'une démocratie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Le cas du Sénégal est un cas très intéressant parce que vous savez que le Sénégal est l'une des toutes premières colonies de la France. La conquête a commencé par le Sénégal. Et Cheikh Anta a dit que l'impérialiste, quand il arrive chez vous pour vous conquérir, il a déjà fabriqué les armes pour vous dominer. Et il le compare au chasseur de la préhistoire qui, avant même de pister l'animal qu'il veut abattre, va d'abord l'abattre magiquement. Et les gens, c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Pour illustrer cela, je prendrai le cas de Faidherbe. Vous savez que c'est l'un des généraux qui a réussi la conquête du Sénégal, Léon Faidherbe. Faidherbe, quand il a commencé à conquérir le pays, à battre nos résistants, tels que les Lat Dior, les Albouri Ndiaye et d'autres, Faidherbe, la première chose qu'il a faite, c'est ce qu'il a appelé l'école des otages. L'école des otages, et je crois qu'il l'a créée vers les années 1854, donc au début de la conquête. Et dans cette école des otages, que faisait Faidherbe? Faidherbe prenait tous les fils de chefs qu'il avait vaincus pour les amener à l'école et leur inculquer justement les rudiments de la culture française. Et il avait pris quelqu'un du nom de Sidia Diop. C'était le fils de la reine du Wallo, Ndakeyalla. Et quand il l'a amené à l'école des otages, il l'a fait débaptiser pour l'appeler Léon de son prénom. Et il l'a formé à l'école des otages. Par la suite, il l'a envoyé, je crois, en Algérie pour complément de formation. Il pensait donc tuer en lui le résistant qu'il était devenu. Malheureusement pour Faidherbe, les choses n'ont pas marché, parce que quand Sidia est revenu, il a pris conscience que Faidherbe voulait le tuer culturellement. Et c'est lui-même qui, renonçant aux habits européens, je suis mal placé pour le parler, aux habits européens que Faidherbe lui avait taillé. Alors, en signe de révolte, Sidia a décidé de remettre ses habits traditionnels, de se tresser sa chevelure et de prendre la tête de ses troupes. Et c'est ainsi qu'il est tombé les armes à la main, il n'a pas été tué, mais il a été exilé, je crois qu'il est mort en exil. Donc pour vous dire que l'école, le projet que les colons avaient était un projet très clair. Et par la suite, cette école s'appellera l'école des fils de chef, pour essayer d'atténuer un peu. Mais cette école avait pour objectif de fabriquer des gens qui seraient utiles au système colonial.
À Bambari, lorsque j'étais au collège, c'est Boganda, je dois vous avouer, qui a été à la base de mon nationalisme et de mon panafricanisme. C'est Boganda c'était le premier prêtre oubangien. Il avait une grande culture gréco-latine, et qui nous disait, ah non, attention, les maîtres de ce monde-là autrefois, c'était les pharaons, les Égyptiens dont on entend parler, là, c'est des Noirs, les pharaons, et que la civilisation est née il y a plus de 4 ou 5 000 ans. En Égypte, il y avait une civilisation nègre, libyenne, etc. et tout, et que même les savants grecs, les Thalès, les philosophes, tout ça venaient apprendre en Égypte que l'Afrique est détentrice d'une vieille civilisation. La bataille de notre génération et la bataille de demain pour nous, c'est vraiment la bataille de l'intégration, c'est ça la bataille de l'Afrique. La bataille de la citoyenneté africaine. La bataille, comment dirais-je, de la restauration de la conscience historique africaine. La valorisation de l'identité culturelle africaine dans sa diversité. Aujourd'hui encore se dresse au Bénin, sur le tombeau de Béhanzin, ancien souverain du Dahomey, l'emblème du royaume perdu, comme un appel à toutes les résistances à venir, comme une invitation faite aux Africains à se saisir de leur propre histoire. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Depuis l'aube de la colonisation, l'histoire de l'Afrique, ce sont bien les chasseurs qui en détiennent le monopole et qui en fixent le contenu. En exaltant les prouesses d'explorateurs plus ou moins pacifiques, les mérites d'une conquête plus ou moins violente, et surplombant le tout, la générosité du contact. Toutes les conquêtes coloniales sont de même nature et utilisent la même méthode, n'est-ce pas? On parle de protection, on parle de civilisation, on parle de protectorat, mais on n'attend pas d'être invité, on s'invite soi-même, n'est-ce pas? J'ai foi en l'Afrique. D'abord pour des raisons égoïstes, parce que je me sens très bien en Afrique. J'ai vécu ou voyagé dans d'autres pays, mais je me suis toujours senti non seulement somalien, mais avant tout un Africain par excellence. Je vois vers quoi l'Afrique se dirige. Et je vois cela comme quelque chose de positif. Alors je m'y sens très à l'aise. L'histoire de l'Afrique est une histoire faite d'humiliation, d'oppression, de discrimination. Nous, les Africains, nous aurions toutes les raisons de dire je baisse les bras. Mais ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras.